Jeudi le 20 mars 2025, André Fauteux à nouveau. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Philippe Fallou, ingénieur de Rétrofit Construction, avec moi. Salut Philippe. Salut André, ça va bien? Ça va bien? Écoute, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je suis très content parce que, écoute, t'es rendu un grand communicateur avec comment est-ce qu'on dit en français, Balado, ton balado, exact. Jean-Sébastien Duceppe, qui s'appelle comment encore ton balado? On va le montrer. Au-delà des murs. Oui, au-delà des murs, et vous avez interviewé beaucoup de gens. Il faut que les gens aillent voir ça. Ah, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis, mais qui sont dans le pipeline. Donc, on est rendu à pas mal, je te dirais 35 entrevues. Là, C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à faire. hein, On parle à du beau monde, on est capable d'avoir une vision quand même globale de tout le domaine de la construction. Donc, pas juste côté entrepreneur, côté architecte, côté manufacturier. Euh, tous les bords, côté législatif. On essaie de faire comme construction durable, on englobe tout. c'est le fun. Fait que je vois que vous êtes sur iHeart, c'est ça, hein? Ah, on est partout. Ça, il y a juste sur iHeart. Là, tu es sur iHeart, mais on est partout. On est sur Spotify, on est sur Apple Music, on est sur. Si tu vas juste sur addm.ca, euh, ABDM? ouais, ça, c'est notre site web de base, addm.ca. ABDM? Non, addm. Ouais, DDM.ca. ouais. OK, c'est encore plus facile comme ça. OK. Ça, Puis, c'est notre site où est-ce que tu vas voir, il y a tous les liens. Donc, comme tu vois, il y a podcast, il y a Spotify, on est partout. génial. Puis, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu recommandes, que vous avez fait récemment? Écoute, il y en a tellement, je te dirais, ça dépend vraiment ce que le monde cherche. Euh, Chaque épisode a vraiment sa vision. Tu sais, si vous cherchez des vidéos sur, des épisodes avec des architectes, il y en a quelques-uns, là, justement, qui sont quand même très nouveaux. Il y en a avec des entrepreneurs, il y en a un peu plus du côté des constructions. Lui qu'on vient de sortir, là, c'est sur la déconstruction. C'est avec une firme qui s'appelle Rotor DC, qui, eux, sont en Belgique. En fait, ils sont en Belgique et la France. C'est entre les deux. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. On sort, on reste dans le monde français, mais on sort de notre petit monde du Québec, juste pour qu'on puisse voir aussi ce qui se fait autre part. Tu sais, on dit toujours que on est en retard au Québec, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils font autre part? C'est important. C'est important de savoir vers quoi on doit viser, hein. Si on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on sait pas, on n'est pas capable de se situer. Ben, c'est ça qu'on parle beaucoup de construire des bâtiments idéaux, mais tu l'as montré que ta propre maison, c'est un vieux duplex. On a beaucoup de travail à faire, surtout sur les bâtiments existants, hein. Ben, écoute, je veux dire, la construction neuve, là, c'est pas. C'est super simple. On va pas se le cacher. Là, construire un bâtiment neuf, durable et performant devrait être une norme, point final, parce que c'est pas compliqué. On sait comment le faire. Euh, Fait qu'il n'y a pas de challenge là-dedans. C'est juste au niveau législatif qu'on n'est pas encore là. Donc, si tu es un bâtisseur ou un entrepreneur, puis tu ne sais pas comment construire une maison durable en construction neuve, puis performante, dans 5 10 ans, tu vas pas être capable de t'adapter, là. Tu sais, c'est le futur, ça c'est sûr, en construction neuve. Mais le gros challenge, puis où est-ce qu'on doit vraiment être créatif, puis vraiment mettre nos efforts, c'est sur les bâtiments existants. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'isolant écologique, mais résume-moi rapidement. Tu as fait deux bâtiments, dont ta maison ici, c'est le projet Sucrerie, qui est le tout dernier. Euh, Oui, Peut-être parler de celui-là, parce que c'est tout nouveau, ça. Qu'est-ce que vous avez fait? absolument. Donc, écoute, en fait, nous, on a plusieurs services qu'on offre. OK? On est, comme je te dis, ben, rétrofit construction, le terme rétrofit, c'est vraiment de prendre un bâtiment existant puis lui donner une nouvelle vie, puis y rajouter des nouveaux systèmes. Dans ces cas-ci, c'est vraiment, on rajoute une nouvelle enveloppe, on rajoute. On vient améliorer l'enveloppe et les systèmes mécaniques du bâtiment. OK.
Donc, je te dirais qu'en termes de nos services, on en a plusieurs. On est entrepreneur général, donc on prend des projets de A à Z qui, euh, qui pour nous font du sens. Donc, on ne va pas juste faire, disons, une salle de bain puis une cuisine. On va prendre des projets qui vont vouloir toucher l'enveloppe et les systèmes mécaniques. Mais aussi, on a des services, beaucoup de consultations. Donc, tu sais, être entrepreneur général, c'est quand même un peu local. Mhm. Donc, ça nous permet aussi de sortir. Puis justement, s'il y a du monde qui ont besoin d'aide ou de suivi, disons, pour tous vos projets de rénovation éco-énergétique, parce qu'il faut être créatif, il faut faire attention à la science du bâtiment. On ne peut pas juste faire n'importe quoi avec les bâtiments existants. On aide le monde dans ces démarches-là, en termes de prix, en termes de, tu sais, de gestion de projet, en termes de recommandations. Donc, c'est pas mal je dirais une grosse étendue des services. Puis après ça aussi, on ajoute aussi des fois comme entrepreneur spécialisé pour tout ce qui est euh, job de vraiment d'enveloppe. Donc, que ce soit de l'étanchéité à l'air, de l'installation de fenêtres, qui est super important, qui est les plus grosses ouvertures dans nos bâtiments. Donc, c'est là qu'on va pouvoir aider pas mal plein de monde. Donc, les deux gros projets qu'on a en ce moment, ou qu'on a fini, je te dirais, qui sont majoritairement, dans le fond, nos projets qu'on appelle plus je te dirais, des projets démonstrateurs. Tu sais, je veux dire, on a plusieurs projets qu'on ne met pas aussi sur la plateforme, mais on veut monter les plus gros projets démonstrateurs qui sont. Donc, on a Retrofit Sucrerie qui, lui, a vraiment été un projet qui est en fait net zéro positif ou qui veut l'être. En fait, il manque juste d'installer des panneaux solaires. Donc, c'est vraiment un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec un vieux bâtiment dans le meilleur des cas. Je Donc, lui savais aussi, pas, c'est le premier en son genre au Québec d'atteindre cette certification-là, qui va être net positif ah, pour un bâtiment existant. puis je savais pas que c'était à côté de chez nous, à Saint-Agathe. Il faut qu'on se donne un rendez-vous là. Absolument, ben oui, c'est super. C'est vraiment. En fait, ce projet-là, c'était vraiment une belle histoire, là. Le client, il a vu ce qu'on a fait avec notre premier projet, qui était la résidence Charon. Mhm. En fait, vraiment, c'est là on a fait un projet qui était net zero ready. Et il a vu pas mal ce rêve. Il a dit, écoute, je veux pas mal faire la même chose que toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il m'est venu déjà juste avec une idée et pas de propriété. Donc, on a cherché les propriétés ensemble. Parce que je le dis toujours, faire un rétrofit, de un, c'est cher. Euh, mais il faut juste savoir établir la bonne viabilité des projets. Ce pas tous les bâtiments qui ont les mêmes chances ou qui ont le même potentiel de rétrofit. Donc, il faut vraiment savoir bien choisir le bâtiment si on a le choix, mais aussi c'est bien savoir les travaux qu'on doit faire pour avoir une meilleure synergie puis avoir un meilleur retour sur investissement. Parce qu'à la fin, c'est l'argent qui délimite tout jusque dans la profondeur des choses qu'on va aller. Si on peut définir un peu un bâtiment qui est prêt pour la consommation net zéro, ça veut dire que si on y rajoute des panneaux solaires, les panneaux solaires vont produire plus d'électricité que tout le bâtiment, toute la famille va consommer en une année. Et on y arrive donc en améliorant l'enveloppe et les systèmes mécaniques, comme tu disais. Mais l'enveloppe, le but, c'est d'aller réduire quoi, les coûts de chauffage de jusqu'à 70%, c'est ça? Environ, c'est ça. Ça, on en parle d'un rétrofit profond. Donc, quand on va en profondeur, on dit que il y a certains targets, on peut faire un rétrofit de base ou est-ce qu'on ne va pas en profondeur, mais un rétrofit énergétique profond, on parle de 70% d'environ de réduction de la consommation. Donc, ça nécessite une approche de l'enveloppe. Tu sais, oui, c'est pour ça que j'aime le Net Zero Ready parce que on n'est pas en train de mettre des panneaux solaires, c'est vraiment plus de l'efficacité énergétique. Puis ensuite, on rajoute les panneaux solaires s'il faut. Dans ce cas-ci, ce projet-là était vraiment une bonne orientation. On l'a choisi, disons, pour le projet de la sucrerie. On l'a choisi parce qu'il y avait une belle orientation sud pour un des pans de toiture. Le revêtement extérieur était en fin de vie. La toiture était en fin de vie. Les fenêtres étaient un peu toutes pêle-mêle, des fenêtres d'années différentes, de tailles différentes. Ça faisait pas de sens. Euh, Puis la structure du bâtiment était pas mal bonne. Donc, tu sais, il y a plusieurs options que ce bâtiment-là, il nous invitait à y rajouter un nouveau manteau d'isolation, une nouvelle, tu sais, il y avait besoin d'un rétrofit extérieur.
Donc, c'est vraiment ça. On l'a choisi. L'orientation était bonne, comme j'ai dit. Donc, on a fait tout de suite, OK, ben, celui-là, c'est un bon candidat. On ne veut pas acheter des bâtiments qui sont tout neufs. Ou, si le bâtiment est neuf et qu'on doit démolir pour reconstruire, Non, non. c'est pas nécessaire, c'est pas une construction qui est plus durable. Comme tu dis, il Donc, faut que les revêtements extérieurs soient en fin de vue. Le terme en passant, c'est une réfection énergétique, selon Ressources naturelles Canada. Donc, ouais. Mais moi, j'aime pas ça, ce terme-là. Je l'ai déjà dit, j'aime pas ça, réfection, réflexion. ouais. Je trouve que, en fait, oui, ça l'est un. Oui, c'en est un. Le rétrofit, comme je dis, c'est une nouvelle niche de la construction. C'est un nouveau domaine. Je me considère pas normalement comme un rénovateur. Je suis pas un rénovateur, je suis un rétrofiteur. C'est peut-être pas un nouveau terme, mais ça va l'être dans quelques années. Je suis pas quelqu'un qui fait la construction neuve. Je m'adapte vraiment à tout ce qui est du bâtiment, tout ce qui est de l'enveloppe, puis de la mécanique pour vraiment augmenter l'efficacité d'un bâtiment. Je n'ai pas besoin de nécessairement toucher tout ce qui est intérieur, mais vraiment, j'essaie de. Je prends un bâtiment, comment qu'on fait pour lui donner plus d'efficacité énergétique, le rendre plus durable, puis de résilience dans le temps. C'est intéressant. Je cherche retrofit, la traduction sur DeepL, le traducteur en ligne, puis il donne modernisation. C'est vraiment ça. Puis là, tu ne mets pas ton bâtiment aux normes du jour, c'est aux normes de dans 10-15 ans, hein. Quand, Ah, ben quand oui, la absolument. consommation net zéro va être dans les codes, hein, je suis en train d'écrire là-dessus, justement. Exact. Ben, tu sais, oui, on le fait pour plusieurs raisons. Tu sais, au Québec, faut vraiment tout sortir de ces raisons-là. Tu sais, si on regarde à d'autres places, beaucoup de monde, des fois, le ferait juste sur le retour sur l'investissement sur l'énergie sauvée. Il y a beaucoup de cas que ça marche. Euh, mais au Québec, je te dirais que c'est une situation qui est un peu plus différente, où est-ce qu'on doit commencer à être créatif un peu, puis regarder un peu partout, puis aller chercher un peu de partout pour vraiment faire un bon cas euh, pour ces rénovations. D'où aussi, trouver un projet qui est beaucoup plus viable, ça va nous aider dès le début. Tu sais, si le revêtement est déjà changé, ben, OK, ben, rajouter l'isolation, c'est pas ça qui va coûter trop cher. Ben, si tu n'avais pas de revêtement à changer, puis tu vas aller rajouter l'isolation, puis tu vas changer le revêtement, ça fait pas de sens. Il faut vraiment être consciencieux du budget ici. Absolument, c'est beaucoup plus qu'autre place. Miser sur la santé, la durabilité, la résilience, toutes des affaires que le coût, il est peut-être pas, le retour sur investissement est peut-être pas toujours visible directement, mais il est là. La santé et le confort, c'est des choses qui n'ont pas de prix, techniquement. Mais ta santé, si à travers des années, ça fait 10 ans, puis là, tu commences à avoir des problèmes de santé 10 ans, 15 ans après, c'est pas immédiat. Tu vas peut-être pas te dire que c'est à cause de ta maison, mais ça l'est peut-être. Donc, C'est tellement vrai. Écoute, moi, je trouve ça impressionnant que le coût supplémentaire soit juste de 25 000 pour deux logements. Ça a l'air gros, 650 000, mais c'est quand même un bâtiment de 3 000 pieds carrés où tu refais tous les ben revêtements. oui, 25 000, c'est des pinottes. Les gens ne comprennent pas que quand le vent passe dans les murs, l'humidité chaude de la maison rentre dans les murs puis qu'il y a de la condensation, la- beaucoup de nos bâtiments pourrissent un petit peu. Et c'est là que les gens peuvent être malades parce que 90% des moisissures, très souvent, sont cachées dans les murs, hein. exact. Exact. Puis, tu sais, 25 000, on parle, c'est quoi? Ben, c'était des meilleures fenêtres. Aller en triple vitrage, qui fait toujours du sens au Québec en termes d'efficacité énergétique, en termes de confort acoustique, en termes de confort thermique. C'était un peu plus d'isolation. Puis là, vraiment, dans ce projet-là, je prône beaucoup. En fait, tu sais, je te dirais, en termes de différence entre la construction en net zéro puis en construction passive house, de maisons qui sont du net zero ready versus du passive house, la grosse différence, c'est la surisolation. On ne va pas vraiment surisoler en net zéro, tandis qu'en passive house, on va aller vraiment surisoler. On va rajouter un manteau encore plus gros pour aller réduire les consommations énergétiques. Mais les concepts de base, c'est les mêmes. On parle vraiment d'une meilleure étanchéité pour les deux. Donc, dans pas mal tous mes projets, l'étanchéité, c'est le numéro un. Ça va toujours l'être. Donc, on va aller chercher de la bonne étanchéité. Puis la bonne étanchéité, ça n'a pas vraiment un surcoût. Tu sais. Ça dépend. Je veux dire, si tu considères que justement là, tu as un bâtiment qui n'est pas étanche, puis que là, tu dois tout enlever pour arracher pour étanchéifier, oui, ça va être cher. Mais disons, dans ce bâtiment-là, lui, quand je l'ai acheté, euh, le revêtement était déjà en fin de vie. En fait, il était à moitié arraché. Donc, il fallait déjà que je l'enlève, peu importe. Pour refaire le Euh, travail de toute façon. exact. Puis ça, on s'entend. Je veux dire que tu mettes un avec ou tu sois vraiment minutieux, tu vas peut-être passer quoi, une demi-journée de plus pour étanchéifier.
Là, tu sais, là, dans ce cas-là aussi, j'ai utilisé Arrow Barrier pour m'aider encore plus bas. Tu sais, ça aussi, c'est pas des énormes coûts. Donc, c'est Ben, ça, 25 000, c'était pour un peu plus d'isolation, pour une meilleure étanchéité et pour des meilleures fenêtres. ben, Essentiellement, c'est peux-tu ça. le détailler, le 25 000? C'est le fun, tu as eu 18 000, c'était de la Ville de Montréal, le 18 000? Non, j'ai eu une partie qui était de, disons, j'avais une maison plus verte, j'avais Renault Oh, Climat fédéral, puis et j'avais un retour aussi sur ma prime d'assurance de la SCHL parce que j'ai fait t'as un genre de 25 de retour de la prime d'assurance qui était quand même considérable. C'était en parlant, je crois, un 7 8 000 l'assurance Donc, hypothèque parce que tu venais d'acheter le bâtiment. exact, exact. OK, Donc, il y a une amélioration de 25 de l'efficacité énergétique. Donc, OK. tu as un retour sur investissement. Fait que, écoute, En 25 000 se ventile comment si on prend, c'est quoi, fenêtre, isolation et étanchéité, ça, 25 mais je m'en rappelle pas exactement des coûts, mais je pourrais te dire, c'est que peut-être c'est peut-être le plus gros élément. On pourrait peut-être parler de 15 000? Ouais, je dirais ouais, 12 000, 13 000. OK. On pourrait parler de peut-être 3 000 de plus, comme j'ai dit, 2 jours de plus en étanchéité, puis peut-être un autre 5 000 quelque part, genre pour l'isolation de plus. Tu sais. Mais le coût de l'installation de l'isolation, qu'elle soit 2 pouces ou 3 pouces, ça, c'est la même affaire. Donc, c'était environ ça, le 25 000. C'est la même main-d'œuvre. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as mis comme isolant? Dans ce cas-ci, c'était, ben, vu que c'était vraiment je dirais, un projet un peu plus de notre premier projet, on est allé avec un isolant, mais en fait, c'est un panneau Zip System, celui-là, qui était un genre de panneau 3 en un. Donc, lui, c'est un isolant en polyiso qui est comme laminé sur un OSB. C'est un R9. Puis à l'intérieur, on est allé avec de la laine de roche pour vraiment sa durabilité. Donc, comme je dis, c'est rien de gros. Donc, c'est un mur de 2 par 6 avec un R9 à l'extérieur. On est allé aussi sur quelques murs, on avait des cavités internes, donc on est allé faire un genre de cavité de service. Au lieu de mettre une forense, on a mis un genre de 2 par 4 sur le flat ou un 2 par 3 sur le flat. On a cherché 1,5 pouces, mais on était quand même capable d'aller chercher, comment dire, un autre 1,5 pouces de laine de roche continue. Et puis aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais les mêmes matériaux? Je dirais ben, ça dépend de chaque cas, ça dépend du budget. Dans ce cas-là, c'était vraiment un projet explorateur. Je pense que je l'aurais fait de la même façon, mais disons, dans un autre contexte, c'est sûr que moi, j'utiliserais d'autres matériels si possible. Euh, en fait, tu sais, ça dépend du projet, ça dépend de plusieurs affaires. Ça dépend du client, ça dépend des valeurs de plusieurs personnes. Donc, je te dirais que chaque projet, on essaie d'être différent. Euh, il y a quelques éléments dont mon entretoit, j'ai utilisé du polyuréthane giclé. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de s'éloigner le plus possible. Tout ce qui est mousse, on essaie de s'éloigner le plus possible. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Il y a un fort potentiel de réchauffement global. Tous Les gaz qui sont dedans? ces gaz, bien que ça s'améliore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'année en année, il y a encore un fort potentiel, puis il y a toujours une meilleure solution. Donc, si on pense, disons, au polyuréthane giclé, d'après moi, c'est toujours un genre c'est pas un compromis, mais c'est une réponse facile. Puis facile, c'est pas toujours bon. Ça veut dire que oui, c'est un produit fourre-tout. C'est ça qu'on utilise, là. Il est étanchéfie, il devient par vapeur, puis il est isolant. C'est facile à une seule étape, même comme En une seule étape. kit sanitaire en terre battue, tu peux couper le radon, c'est étanche. Exact. Fait que, d'après moi, il y a toujours une meilleure solution qui est faisable. Donc, on peut toujours, oui, c'est peut-être des fois plus de couches, mais c'est plus durable. Oui, en étant 3 en un, il y a certaines places que tu n'es pas, disons, je dirais meilleur. Ou il y a des places que tu ne vas pas être capable de bien performer. Disons, le rétane va peut-être craquer, va, va peut-être pas avoir une bonne performance acoustique. Et le pire dans tout ça, c'est au niveau de la déconstruction. Tu sais, je veux dire, une fois que le rétane colle sur quelque chose, oublie ça, là, toute la récupération, tu viens de tout scraper ça. Donc,
On doit penser au futur. On doit Les- penser pour les prochaines générations qui vont rénover nos bâtiments, Mhm. bien qu'on le veuille, puis même qu'ils soient bien conçus, même s'ils vont durer 150 ans, ils vont devoir rénover. On doit penser à ça. Donc, je crois que le rétane n'est jamais la meilleure solution pour n'importe quelle. OK. Ça solution, des fois, pour plusieurs personnes, facile, Ouais. mais c'est peut-être pas la bonne solution. OK. Puis les plus utilisés, c'est les polystyrène extrudé, expansé, puis comme toi, le zip, c'est du polyisocyanurate. Polyiso, exact, exact. Mais l'avantage de ces produits-là, c'est parce qu'ils ont une bonne valeur R par pouce. Donc oui, c'est intéressant. Il y a certaines places que oui, ça vaut peut-être la peine. Je ne dis pas que j'utiliserai plus jamais du polyuréthane giclé. Il y a des situations que je trouve que ça vaut la peine si tu n'as pas une grosse cavité puis qu'il faut vraiment que tu aies une bonne étanchéité. Écoute, des fois, c'est la meilleure solution. Ah, c'est Euh, difficile d'accès pour les. difficile d'accès. Donc, des fois, oui, ça va faire un meilleur travail. Il faut juste utiliser la bonne façon. OK. Disons, dans des cavités de mur, genre comme isolant, pour remplacer l'isolant en natte, je trouve que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens parce que quand tu es entre studs, ça va craquer. C'est juste, c'est connu. Donc, Ah, le si bois c'est travaille. continu, exact, le bois travaille, c'est deux matériaux différents, ça va bouger, tu vas perdre toute performance. OK. Tandis que s'il est continu, déjà, ça fait un peu plus de sens, tu as un peu plus de chances qu'il dure un peu plus long. Euh, donc, il y a des solutions dans lesquelles je crois que, comme je dis, en rétrofit, il faut vraiment être créatif. Donc, il faut avoir tous ces outils-là dans son arsenal. Là, bon, on voit que je pense que le plus utilisé, c'est le polystyrène expansé, mais il y a des gens qui s'en vont vers les panneaux extérieurs de laine de roche et les panneaux de bois. Quelles sont les forces, les limites de ces produits-là par rapport au polystyrène? Le polystyrène, tu ne vas pas le coller, c'est toujours cloué ou vissé pour la déconstruction, pour faciliter, justement. Oui, je te dirais que, ben, écoute, si on a l'option, je crois que la laine de roche puis la laine de bois sont vraiment deux meilleures options. Moi, j'essaie, comme je te dis, en fait, tout ce qui est à base de mousse aussi, quand le froid vient dessus, il va contracter, puis il va avoir une perte de performance, une perte de valeur air. Donc, la certaine valeur air qui est prescrite, va perdre un peu de performance. On ne parle pas de chiffres énormes, mais je dirais qu'on essaye d'éviter le plus possible tout ce qui est mousse. Là, ensuite, si on regarde les deux autres, laine de roche, produit testé, quand même un carbone intrinsèque quand même élevé. Sauf qu'en termes de durabilité, c'est un produit qui est là depuis longtemps, qui a une disponibilité sur le marché, qui est capable, ben, qui est ignifuge, euh, qui, ben, tu sais, qui est hydrofuge aussi, donc antifongite. Donc, il y a plein de belles propriétés à ce matériel-là. Et l'affaire aussi, c'est qu'il y a une disponibilité. Donc, laine de bois, pardon, les panneaux de fibre de bois aussi, je te dirais, je crois qu'il y en a qui sont ignifuges, sont aussi hydrofuges, bon, un peu comme la laine de roche, donc sont très similaires. Lesquels sont Euh, ignifuges? La, pardon? la laine de bois ignifuge, c'est quel produit? Ça dépend. Il y en a quelques-unes qui sont ignifuges. Oui, des panneaux de fibre de bois, il y en a quelques-uns qui sont capables de rajouter un genre de produit dedans qui le rend ignifuge. Quelle marque de produit, ça? Faudrait que je regarde. Je sais que aux États-Unis, ils étaient capables de le faire. Donc, le Timber Bat, qui n'est pas qui est fait au Vermont, il est Oui, c'est un ignifuge. nouveau produit. Je pense pas qu'il va arriver au Canada, mais écoute, c'est une question de temps. Donc, oui, il y a des techniques qu'on peut faire pour le rendre ignifuge. Euh, des fois aussi un peu moins une masse thermique que, disons, la laine de roche. Mais il y a ses avantages parce qu'en termes de carbone intrinsèque, c'est un puits de carbone. Donc, l'isolation en fibre de bois, c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est analyse de carbone intrinsèque. Donc, deux produits qu'on aime bien travailler. Encore une fois, chacun a ses pour, chacun a ses contre. Et dans chaque projet, il faut regarder c'est quoi les valeurs du client, c'est quoi nos valeurs. Puis après ça, si on est c'est aussi le prix. Il faut regarder le prix. Oui. Et dans tout ça, le plus important, il ne faut jamais l'oublier, c'est la science du bâtiment qui règne. OK? C'est la science du bâtiment qui règne. Ça, c'est un des gros aspects que j'ai complètement oublié de mentionner, mais pas mal euh, tout isolants en mousse sont un peu plus fermés à la vapeur. Ils sont plus fermés à la vapeur, donc ils vont pas laisser sont pas
Ils ne vont pas laisser de diffusion à travers ce matériel-là. Ils vont l'inhiber un peu plus. Mhm. C'est sûr que ça dépend si c'est du XPS, du EPS, du polyISO. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine différence dans ce pare-vapeur-là ou dans cette diffusion de vapeur, mais tout ce qui est produit un peu plus, disons la laine minérale, la laine de roche, c'est beaucoup plus ouvert à la vapeur. La laine, la fibre de bois aussi, c'est très ouvert à la vapeur. Donc, c'est des produits qui sont vraiment intéressants, surtout dans un contexte de rénovation. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est en train de rajouter une enveloppe sur une enveloppe. Donc, on ne veut vraiment pas créer des problèmes de condensation, de moisissure. Donc, il Non, faut vraiment utiliser non, des produits qui vont laisser ressécher, que ce soit l'intérieur versus de l'extérieur. Comme ça, on n'aura vraiment pas de problème. Donc, utiliser des produits comme ça, pour moi, c'est des produits qui vont vraiment me donner une paix d'esprit pour justement la durabilité de ce bâtiment. Encore une fois, science du bâtiment, c'est le plus important dans tout ça. Mhm. Dans le contexte, disons, du projet Charon, c'était pas un mur super épais, puis je te dirais que le potentiel, disons, de séchage était plus vers l'intérieur du mur. On a utilisé un pare-vapeur intelligent. Mais c'était comme je disais, c'est un mur de 2 par 6 avec un isolant continu à l'extérieur. Donc, c'est pas si épeurant. Mais des fois, quand on va dans de la surisolation, qu'on va rajouter 8 pouces d'isolation, c'est là qu'on va vraiment peut-être on doit vraiment faire attention dans les matériels qu'on choisit. Si on va rajouter 8 pouces d'isolant en mousse versus 8 pouces de cellulose, 8 pouces de fibre de roche, écoute, là, on doit vraiment faire attention à ces concepts-là ben, au concept hygrothermique là, du bâtiment, là. Mais c'est juste la mousse qui va vraiment trop ralentir Ah, absolument, la absolument. Fait qu'il faut puissance. s'assurer que ça sèche au moins par l'intérieur ou quelque part, mais même là, j'aurais peur pour des problèmes de hygrothermique, là. Donc, il faut vraiment être conscient du bâtiment. Donc, science du bâtiment, toujours numéro un. Ensuite, on doit vraiment regarder c'est quoi les valeurs du projet. Le prix, à la fin, c'est le prix, ça fait une grosse différence. Ça ne veut pas dire que des produits plus, des produits plus, je dirais, pas durables, mais plus carboneutres, c'est plus cher. C'est pas vrai. Vraiment, on est dans un marché, si on regarde la cellulose, c'est moins cher par pouce, valeur R par pouce que, disons, du polyuréthane giclé. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Puis maintenant, c'est le nouveau, c'est le prochain mouvement de la construction, hein. On le sait que dans le, dans le prochain code, ou pas dans le prochain code, dans le code de 2030, l'objectif, c'est le carbone intrinsèque. Le step code, ça adresse le carbone opérationnel des choses, mais la prochaine étape, c'est le carbone intrinsèque, qu'on va vraiment essayer de mettre des limites. Puis tous les manufacturiers le savent. Donc, c'est une question de temps que chaque manufacturier disponibilise maintenant plus de matériaux qui sont à plus faible empreinte de carbone, non seulement ça, mais il y a beaucoup plus de nouveaux produits qui sont biosourcés. Ça, on le voit maintenant, il y a plein d'options en produits biosourcés. Je ne dis pas que demain, en construction, on devrait tous aller vers des produits biosourcés. Je crois qu'on n'a pas encore assez de, de supply pour la demande, là. J'oublie le terme, Ah, là, mais parfait. donc, si on n'est pas là, le marché n'est pas assez développé pour ça. OK. Donc, il faut quand même juste avoir cette conscience en tête pour vraiment prendre ces bonnes décisions-là. Philippe, si tu me donnes juste une seconde, j'ai une petite urgence, je te reviens. Oui, tu parlais donc des isolants biosourcés comme la cellulose, le bois. Mais tantôt, tu disais que la laine de roche, il y a quand même plus de carbone. Est-ce que tu as, des données par rapport au polystyrène, par exemple? Est-ce qu'il y a des tableaux où on peut voir justement le carbone intrinsèque, donc qui est inclus dans le matériau au niveau de la fabrication, hein, c'est ça? Oui, exact. Ben, il faut regarder, en fait, si on fait un genre de synopsis de la vie, en fait, ça s'appelle une analyse de cycle de vie, ce qu'on regarde. Donc, le carbone intrinsèque, sa vraie définition, c'est de l'extraction de la matière première jusqu'à sa disposition, jusqu'à sa fin de vie. C'est ça le vrai cycle de vie, ou c'est la vraie définition du carbone intrinsèque. Maintenant, c'est difficile de calculer ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne va pas voir tous les produits jusqu'à leur fin de vie. Donc, beaucoup de fois, on regarde le carbone intrinsèque, c'est de l'extraction des ressources premières jusqu'à sa production en usine.
Donc, on parle de une certaine partie du cycle qui normalement englobe de 65 à 85 de toutes les vraies émissions. Parce qu'après ça, on ne sait pas c'est vers quel chantier qu'on le livre, comment c'est installé, comment il y a la fin de vie de ces matériaux-là. Donc, au moins, on englobe un genre de chiffre comme ça. C'est disponible, ces informations-là, sur les déclarations environnementales des produits, donc les DEP, que plusieurs manufacturiers, comme je vous ai dit, commencent à disponibiliser. Le marché s'en va vers là. Les manufacturiers savent que s'ils veulent être capables de vendre leurs produits en 2030, doivent offrir des productions plus carboneutres, il faut avoir des limites et ils doivent offrir ces DEP-là. Donc, de plus en plus, si on regardait il y a 5 ans, trouver des DEP, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, pas mal tous les gros joueurs sont là, les ont. Mais sinon, si on regarde vraiment le carbone intrinsèque là, dans son entièreté, là, c'est vraiment ça, c'est qu'on fait cette analyse de cycle de vie-là. Puis on peut, justement, si on va regarder ces DEP, on va comparer certains produits. Ben, est-ce que lui, il a une plus grosse. C'est quoi, disons, son potentiel de réchauffement global comparé à un certain autre produit? Essentiellement, c'est ça qu'on essaie de faire. Il y a plusieurs façons de prendre ces décisions-là. On peut le prendre juste par intuition, tu sais, on le sait, on connaît, par connaissance. Par connaissance, il faut faire ses recherches. On le sait qu'un produit biosourcé va émettre moins qu'un produit qui est manufacturé comme de la mousse. Ça, on le sait, donc, pas besoin de le calculer exactement combien que tu vas le faire. C'est une bonne décision. OK. Encore une fois, tout en pensant à la science du bâtiment, est-ce qu'on va être dans le même contexte? Oui, pas de problème. OK, good. On va avec des produits plus biosourcés. Option numéro 2, oui, tu me parles de tableaux. Oui, ça pourrait être intéressant d'avoir des tableaux. Mais sinon, il y a des outils maintenant qui se développent beaucoup plus. C'est quand même des outils qui sont. Il y en a des vraiment robustes, puis il y en a des beaucoup plus simples à utiliser pour justement qui englobent ou genre des calculatrices de carbone intrinsèque dans des bâtiments. Notamment, il y en a un là, de Ressources naturelles Canada qui s'appelle E2CM, qui est nouveau, en fait. Donc, c'est un nouveau outil qui est gratuit, qui est basé sur un genre d'outil Excel pour justement calculer le carbone intrinsèque là, des bâtiments. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir des outils comme ça pour justement qu'on puisse. Parce que, tu sais, si tu le sais pas, c'est difficile de prendre ces décisions-là. Fait que des fois, il faut que tu joues dans des softwares comme ça ou des logiciels comme ça Mhm. pour aller voir c'est quoi vraiment des compositions qui sont. Ou juste vraiment jouer avec une genre de composition typique d'un mur, puis voir, ben, OK, si je change ce produit-là, c'est quoi l'impact que j'ai? Donc, c'est difficile de le voir parce que le carbone intrinsèque, de un, ça se sent pas, ça se voit pas. Donc, c'est toutes des décisions qui sont difficiles à prendre. Tandis que, tu sais, l'efficacité énergétique, tu vas le sentir. Tu sais, au moins, tu es capable de le voir. Tu vas rajouter plus d'isolation, tu vas le sentir. Mais le carbone intrinsèque, c'est totalement. La seule façon que tu vas le voir, là, c'est dans 30 ans si on a trop pollué. C'est vraiment là que tu vas vraiment le voir. Surtout qu'on chauffe à l'électricité, donc on n'émet pas beaucoup de carbone en inondant. Là. Les grands barrages, ça émet un petit peu, mais c'est dans le bâtiment. Donc, mais je peux-tu te demander, grosso modo, là, pour la même valeur R, polystyrène, le panneau Comfort Board, puis le panneau de fibre de bois, c'est combien de moins de carbone, de pourcentage, grosso modo, par rapport au polystyrène? Ah, je te dirais que, disons, valeur R par R, je te dirais que le plus polluant de tous serait, disons, un polyuréthane giclé ou un genre de mousse. Oui. On irait pas trop loin, pas trop loin après, mais genre un peu moins plus bas. On aurait la fibre de roche, la laine de fibre de roche. Donc, ça, c'est C'est quand même assez polluant. c'est assez énergivore, là. C'est assez énergivore, en fait. On doit faire fondre de la roche. Tu sais, c'est pas facile. Euh, Sauf qu'on doit toujours, encore une fois, regarder la durabilité aussi de ces matériaux-là, combien ils durent dans le temps. Donc, il y a d'autres éléments dans l'équation. ça pourrit pas. Exact. Ensuite, je te dirais que on peut penser à d'autres. Ben, tu as la fibre de verre qui, après ça, va être un peu moins intense, je crois, intensive que la laine de roche. Mais c'est 70% recyclé minimum. Ouais. Exact. Puis Bon, ensuite, là, on s'en je va dans parle des. de panneaux. Je parle de panneaux qu'on mettra à l'extérieur. Les panneaux de fibre de verre, on ne les voit plus. Hein. Ah non, plus vraiment. Plus Ouais. vraiment. Je pense pas que ça existe, là. La fibre de verre, une fois qu'elle est mouillée, est vraiment à perte grosse efficacité. Donc, je te dirais, tu as ça. Puis après ça, tout ce qui est vraiment biosourcé, donc la fibre de roche, tout ça, ben, c'est un puits de carbone. Donc, c'est un autre monde.
Donc, et puis là, on a vu les produits européens comme Steco, que les constructeurs et rénovateurs d'avant-garde comme toi ont utilisé, mais les gens semblent vouloir revenir aux panneaux nord-américains ou québécois. Parle-moi, par exemple, de l'Eco 4, le Sono Climat Eco 4. Oui, Euh, Tu ne l'as pas choisi, toi, tu as pris le Zip parce qu'il était plus isolant. oui. Ben, en fait, l'Eco 4 aussi, il y a une certaine limitation structurelle. Il y a ça aussi à considérer. Ça Donc, j'avais veut un bâtiment de 3 étages. Donc, à ce niveau-là, j'avais vraiment besoin d'un vrai contreventement. Donc, il y a certaines considérations qu'on aurait dû prendre. On aurait dû faire du contreventement supplémentaire pour l'utiliser. C'est un bâtiment d'un étage. Je crois que c'est très correct. Il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser, l'Eco 4. Sauf que dans notre cas, je sais que structurellement, on ne pouvait pas l'utiliser. Non seulement ça aussi, c'était pendant la pandémie. Ça aussi, c'est une grosse affaire. Comme je te dis, pendant la pandémie, il n'y avait plus rien. Je ne trouvais plus d'Eco 4. Il y a plusieurs personnes qui ont construit aussi pendant la pandémie. Ils voulaient utiliser l'Eco 4, mais ça ne se trouvait plus. Mhm. Donc, il y a plusieurs facteurs aussi, là. Puis même, disons, des fois, la laine de roche aussi, c'est pas mal ça. On entend par vague, là. Il y a plus de disponibilité de laine de roche, donc c'est difficile à ce niveau-là. Encore Euh, aujourd'hui, la laine de roche, on a de la misère à Là, la... on est revenu. Là, on est revenu, mais disons, l'été passé, quand on fait aussi notre trop de projet, on Ouais. avait une grosse. On voulait faire une genre d'assemblage avec beaucoup de laine de roche, mais on a dû changer un peu nos techniques à cause qu'on n'était pas capable d'en trouver ou c'était juste avec 6 mois de temps de délai pour des commandes de laine de roche. OK. Donc, il faut regarder. Je crois qu'on est revenu à la normale. Je crois qu'il y avait un problème dans une des comment dire, des factories, là, Usine. des... Ouais, exact. Puis c'est ça. Donc, on parle de. Mais là, si c'était à refaire, justement, prendrais-tu encore le Zip ou un autre produit de fibre de bois? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben pour avoir été un projet où est-ce que j'ai utilisé du monde c'est la première fois qui construisait de la haute performance, je crois que le ZIF faisait beaucoup de sens dans ce cas-là. J'avais de la construction neuve puis du normal, puis de la rénovation. J'avais une partie d'extension qui était de la construction neuve, puis une partie rénovation. Puis ce produit-là, c'était vraiment simple. Genre, c'était comme la construction neuve. Puis je suis allé quand même chercher une très bonne étanchéité. Donc, pour ce projet-là, je crois que le produit, c'était le bon projet, le bon produit. Pour d'autres projets, je dirais peut-être pas que c'est la meilleure option. Euh, Pour une Surtout unité comme, familiale, là, quelque chose de 2 étages, est-ce qu'il y a... euh, parce qu'il y a juste à R4. À l'Eco 4, est-ce que tu prendrais 12 épaisseurs d'Eco 4 ou... ouais, ben écoute, moi je crois que après ça, c'est comment est-ce que tu crées des cavités aussi. Là, tu sais, là, tu veux juste comparer des isolants extérieurs avec isolants extérieurs. Je crois que c'est là que tu dois considérer c'est quoi que tu veux. Là. Tu sais, moi, je préfère créer une cavité, rajouter de la cellulose, puis ensuite rajouter un éco 4 comme contreventement final. D'après moi, c'est une des meilleures solutions. L'Eco 4, puis des barres de contreventement? Ben, je dis dans le fond qu'on crée-toi une genre de cavité, rajoute de la cellulose, puis ensuite viens finir avec de l'éco 4, là, ça fait du sens. Tu es capable d'aller chercher ton isolant d'une autre façon. Mais si tu regardes juste d'isolant continu en extérieur, oui, tu pourrais mettre 2 couches d'éco 4. C'est juste, ça va peut-être revenir un peu plus cher, là. OK, mais toi, tu parlais donc, dans certains cas, on a déjà un vieux 2 par 4, on rajoute un deuxième 2 par 4, ouais. Donc, c'est encore plus Genre, vide, plus épais. on est capable, il y a plusieurs façons qu'on est capable de faire une genre de structure Larsen. C'est faisable, tu sais. Mhm. Puis, encore grosso modo, les surcoûts du panneau de laine de roche et puis d'Eco 4 pour la même valeur A par rapport au polystyrène expansé, par exemple. Je te dirais qu'on serait environ un genre de 15% plus cher, peut-être. Mais sur l'échelle d'un produit, on parle d'un projet complet, on ne parle vraiment pas d'une énorme différence. On peut parler peut-être d'1% là, sur le projet au complet. Là. Fait que c'est rien. Là. C'est C'est pas pas ça. ça. C'est pas ça. Encore sciences du bâtiment, valeur. Tu sais, je veux dire, il y a des situations que je ne voudrais pas mettre de la mousse à l'extérieur. Je voudrais, si je fais juste une rénovation extérieure, je veux y aller avec un produit qui est ouvert à la vapeur. Donc, juste là, la décision est prise. OK, alors pour toi, le prix, parce que le client, évidemment, en fin de compte, c'est le prix souvent qui va dicter, mais Le prix et tu la vas science du dire à bâtiment. ton client que c'est insignifiant par rapport à la performance. Le fait que, donc, il y a moins de carbone, c'est plus,
c'est plus durable, c'est moins polluant à fabriquer ou à mettre au rebut en fin de vie. Et ça Exact. diffuse la vapeur tout en isolant autant pour la bonne Exact. Puis il faut atmosphère. aussi comparer, en tant qu'entrepreneur, c'est à nous, on a le pouvoir puis le devoir de faire justement ces décisions-là. C'est pas au client de décider c'est quoi exactement. Je veux dire, ça dépend. Oui, il y a des clients qui veulent avoir une plus grosse place, mais nous sommes les experts de la construction. Si on connaît tout ça, si on connaît justement la différence entre chaque matériau, puis on devrait les connaître, donc non seulement juste le côté performance, le côté disponibilité, prix, tout ça, mais aussi le côté de la carboneutralité du produit, c'est à nous de décider du produit puis de conseiller le client à ce niveau-là. Ouais. Oui, le client va peut-être faire, ben là, c'est trop cher, ça, ouais, mais c'est insignifiant. Ton bâtiment va être beaucoup plus durable. C'est toi, donc, comme entrepreneur, c'est toi qui vas garantir ce bâtiment-là. Donc, écoute, moi, je vais dormir beaucoup mieux le soir et utiliser un produit qui est mieux adapté à son contexte en termes de sciences du bâtiment. Mhm. Mais je me fais encore l'avocat du diable. Euh, on parle de mettre deux couches, par exemple, d'Eco 4 ou mettre un 2 par 4 puis un Eco 4. L'entrepreneur classique dirait, ben, c'est pas les matériaux qui coûtent cher que la main-d'œuvre. Donc, ça coûterait beaucoup moins cher aussi de main-d'œuvre de mettre, je sais pas, 3 pouces de polystyrène expansé à R12, par exemple. Oui, mais là, comme je te dis, c'est trop. Là, tu essaies de comparer juste un isolant, une couche d'isolant extérieur. Fait, tac, on met un isolant puis that's it. Parce que Moi, la déjà là, main-d'œuvre, que tu aies un ou 3 ou 4 pouces, c'est très rapide par rapport à rajouter un 2 par 4 ou deux couches d'éco 4. oui, oui, absolument, mais ça dépend du projet. Encore une fois, est-ce que tu peux? Est-ce que tu as de la place à en rajouter? Est-ce que tu as. Est-ce que c'est. Moi, je préfère dans ce cas-là, si tu rajoutes un 2 par 4 puis tu finis ça juste avec la cellulose. Tu remets juste une membrane, tu n'as peut-être même pas besoin de contre-ventement. Tu t'enlèves déjà une étape, puis tu as beaucoup plus d'isolant. Tu es capable d'aller chercher, je sais pas, 6 pouces de cellulose. Si tu as de la place, pourquoi pas? Donc, ça dépend du projet, ça dépend du budget, ça dépend du contexte, du zonage. Donc, il n'y a pas une solution pour chaque bâtiment. Si des fois, justement, tu as une question de zonage, tu es sur ta ligne de l'eau, tu ne peux pas être plus épais, ben, il faut que tu ailles avec de la laine avec un isolant qui a une meilleure valeur R par pouce. Donc, ça va être un isolant en mousse. Donc, il faut vraiment. Chaque bâtiment est différent. C'est pour ça que je dis que en construction neuve, c'est peut-être une autre affaire. Parce que là, tu peux, ben, mon bâtiment, je vais l'implanter d'une certaine façon. Puis je vais pouvoir, tu sais, si j'ai pas l'épaisseur, ben, je vais perdre un peu d'espace un peu à l'intérieur, mais je vais aller chercher l'isolant que je veux. Mais en rénovation, tu ne peux pas te permettre de faire ça. C'est ça que je te dis, c'est qu'en rénovation, chaque bâtiment est différent. Il n'y a pas Il de faut être recette. créatif. Chaque option doit être bien pensée. Donc, c'est ça le gros challenge. C'est vraiment ça que je dis, c'est qu'en construction neuve, ça va être super simple. Tu peux prendre cette décision-là. Tu peux faire ta coupe de mur, la même coupe de mur partout où est-ce que tu veux. Tu n'as qu'à adapter ton bâtiment et tes murs Mhm. de- en fonction de ça, là. Comme tu parles de construction neuve, je ne sais pas si tu en fais, mais ça serait quoi ta coupe de mur idéale si tu construis ta maison idéale demain? C'est pour ça que j'en fais pas. Je viendrais fou. Honnêtement, là, je ne pourrais pas te dire. J'y pense à chaque fois, elle va peut-être changer à chaque année. Euh, je te dirais peut-être que j'ai un penchant pour une construction double stature. Double ossature, ouais. Ouais, j'ai un penchant pour celle-là. Parce qu'on est capable de vraiment, pour la quantité de matériaux qu'on utilise, la disponibilité, disons, de la cellulose, euh, juste l'écologie de la coupe de mur, pour moi, c'est plein de gagnants là-dedans. J'ai vu Kevin Laporte au Salon de l'Habitation. Tu étais là l'autre jour, justement. Ouais. Je viens de faire un gros dossier sur les maisons passées. C'est vrai parce que Benoît Lavigueur, anciennement de Belvedere, il a fait un duplex passif. Et puis là, il a conclu que c'était trop cher de faire ça. Il dit aussi, on va chauffer moins à l'avenir. Est-ce qu'on a besoin de mettre autant de matière? Puis il parlait du carbone, de mettre deux pieds, des murs de 2 pieds, 18 pouces de cellulose. C'est encore, ça vaut encore la peine à long terme au Québec, d'après toi? Ben, écoute, si tu regardes dans l'affaire de carbone, le plus de cellulose que tu mets, le plus tu as un puits de carbone. On va se le dire, si c'est un carbone qui est un produit que tu as un carbone intrinsèque ou un puits de carbone, le plus de produits que tu mets. C'est pour ça qu'ils disent que des fois, ils ont les murs de paille. C'est super intéressant parce que la paille, de un, ça se compacte encore un peu plus que la cellulose. Tu es capable de mettre énormément de paille dans un mur, tu vas aller stocker le carbone là-dedans. Donc,
faut regarder dans ce contexte-là, oui, c'est plus de coûts, mais moi, je crois que en utilisant le bon matériel à la bonne place, tu es capable d'avoir une construction qui fait du sens. Surtout en construction neuve, là, ça ne coûte pas trop cher à faire un bâtiment passif. Puis il faut vraiment, encore une fois, définir c'est quoi passif. OK? Euh, moi, je dis un bâtiment disons, un bâtiment qui suit la norme Passive House, c'est ce que je veux dire. C'est pas un bâtiment solaire passif. Un bâtiment qui suit la norme Passive House en construction neuve, 85 à 90% de l'économie de chauffage, là. exact. On est capable de tomber dans les coûts super facilement. Puis il faut Absolument. penser que la cellulose aussi, elle est recyclée, même si ça peut venir à 50% des États-Unis. Il y a moins de papier journal, c'est de plus en plus de carton, mais donc il n'y a pas tant de carbone que ça là-dedans, même si on en rajoute, c'est pas dramatique. Ben, c'est un puits de carbone. À la fin de la journée, c'était quand même un puits de carbone. C'est un Ouais. produit recyclé. Il y en a d'autres. Il y a la cellulose de fibre de bois qui est aussi disponible sur le marché, celle de Nature Fibre aussi qui est disponible. Donc, ça aussi, c'est un produit qui est encore beaucoup plus, je dirais, propre. Donc, c'est des fibres de bois. Donc, euh, résidus je crois, de sciage, justement. Donc, ça marche super bien. C'est propre. En fait, c'est une meilleure densité. Il y a, je crois, un peu moins d'entassement. Donc, puis en termes du prix, on n'est pas tant plus cher, là. Donc, ça, le Profipcel, je trouve que c'est super intéressant comme produit, là. C'est québécois aussi, là. Oui, exact. Ils n'ont pas encore été achetés par des Français ou des Américains. Bon, celui-là, je crois qu'on est capable de le garder au local. Toute cette gamme de produits-là font vraiment de la belle innovation. Tu vois, là, ils ont un matelas isolant en thermique en fibre de chanvre. D'après moi, ça va aussi venir en bois. Donc, tout ce qui est des fibres naturelles, ça va s'en venir. C'est ça le futur. Comme je dis, c'est vers là qu'on s'en va en 2030. Donc, c'est sûr que on va juste voir de plus en plus de marchés puis de produits disponibles de biosourcés sur le marché. Philippe, c'est vraiment plaisant de te parler. En fait, je vais te présenter davantage. Tu es ingénieur. Parle-moi un peu de tes formations, tes certifications. Tu as fait beaucoup d'études et là, tu es rendu formateur toi-même aussi, hein. Exact. Ben, c'est ça. Je forme beaucoup ben, j'aime former, j'aime éduquer le monde parce que c'est une façon que je trouve que je suis capable d'avoir plus d'impact que juste faire de la construction durable. Donc, je dirais que ben, au niveau de mon éducation, je suis ingénieur civil et en environnement. Je suis allé chercher ma certification qui est tradesperson de Passive House. Donc, ça aussi, je l'ai. Puis c'est aussi quelque chose qu'on va donner là, sous peu pour les entrepreneurs québécois avec Bâtiment Passif Québec. C'est une certification qui est vraiment pour le Passive House, mais pour les entrepreneurs. Donc, le tradesperson, mais en français. Donc, ça, L'ENERPIT, c'est la certification passive en rénovation, hein. c'est exact. C'est exact. Donc, j'ai ça, j'ai les certifications aussi qui sont Net Zero et Net Zero Ready. J'ai mon lead. Donc, tout ce qui est haute performance puis durable, je suis toujours à jour à ce niveau-là. Le reste, après ça, c'est vraiment en allant à plusieurs conférences, par le moyen de mon podcast, je suis toujours en train de parler à du nouveau monde. Je suis toujours en train d'approfondir tout ce qui est les connaissances. Ma définition d'une construction durable change à chaque jour. Donc, il faut vraiment regarder toutes les facettes. La définition d'une construction durable peut changer vraiment pour chaque personne. Ça peut être le recyclage, ça peut être les matériaux qu'on utilise, ça peut être l'efficacité énergétique, ça peut être le design. Mais il faut vraiment avoir une vision globale de tout ça. Et tu es sur le CA de Bâtiment Passif Québec, vice-président. Oui, exact. Ben, écoute, mon cher Philippe P, c'est toujours un plaisir parce que tu dois être excité, là, les prochaines années. Ça va bouger beaucoup dans ce domaine-là. Oui, ça change beaucoup. Honnêtement, là, on voit un bel engouement là, à ce niveau-là. Tu sais, au Québec, encore une fois, oui, c'est correct, c'est vrai qu'on est en arrière. Euh, tu sais, dans ce que je fais aussi, je suis capable de voir ce qui se passe à travers le Canada. Donc, je sais ce qui s'en vient. On sait aussi ce qui s'en vient au niveau fédéral. Comme je te dis, 2025, c'était le genre de step code qui, au Québec, va toujours venir 2, 3 ans plus tard.
Donc, ça, c'est au niveau de l'opérationnel, carbone opérationnel. Puis, comme je te dis, en 2030, au niveau national, on a le niveau du carbone intrinsèque. Donc, ça aussi, ça va être régi. On sait qu'on s'en va là. Puis, on sait qu'en 2050, on va être net zéro. On le sait. Donc, ça s'en vient. C'est juste une question de temps, puis une question d'ouverture du marché. Puis, je crois qu'au Québec, ça va toujours venir un peu plus tard, mais au moins, au moins, on est capable de se baser sur d'autres provinces pour voir ce qui se passe là-bas. Cette semaine, je mets en ligne justement des articles sur les bâtiments passifs. Et puis, tu parles de step code, c'est les codes à palier. C'est déjà obligatoire le niveau 3 en Colombie-Britannique depuis quelques années, qui équivaut à Nouveau Climat. Euh, je- Nouveau climat 2, non? oui, c'est ça, le nouveau climat actuel, là, qui est 20 d'économie de chauffage, le niveau 3. Donc, je vais te demander de commenter tout ça. J'ai parlé à Marco Lassalle, qui est le directeur technique de la PCHQ. Ces cinq niveaux, ces cinq paliers-là, le cinquième étant le bâtiment prêt pour le net zéro. Euh, c'est pas demain la veille, là, chez Régent Goyette, consultant Nouveau Climat, Geneviève nous disait que ça sera pas obligatoire avant 2040, proposé en 2035. Le Québec est vraiment là. Le transition énergétique me disait, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffage au mazout puis au gaz dans le petit résidentiel. Il le repousse toujours. Sauf que là, il y a Hydro-Québec qui veut mettre 185 milliards de dollars pour doubler sa production. Puis les tarifs d'électricité qui vont augmenter. Il me semble que le public et l'environnement auraient intérêt à avoir des normes d'efficacité énergétique plus sévères dans la construction neuve, non? Absolument. Écoute, moi, ma vision là-dedans, elle est un peu divisée, je te dirais. Euh, tu sais, je suis le premier à vendre de l'efficacité énergétique, le premier, puis je crois qu'on devrait le faire pour plusieurs raisons. Mais il faut regarder c'est quoi le vrai target, c'est vers quoi qu'on s'en va. On parle pas, le but, c'est pas l'énergie, c'est le carbone. Ça a toujours été le carbone, c'est ça la vraie vision. Euh, Au Québec, comparons les deux. Le carbone dans le bâtiment, il y a les deux. Il y a le carbone opérationnel puis il y a le carbone intrinsèque. En termes d'importance, au Québec, le vrai enjeu est le carbone intrinsèque. L'opérationnel, dû à notre hydroélectricité, est super, super bas. En termes de proportion, on doit vraiment, vraiment faire attention au Québec à notre carbone intrinsèque. Mais ce soit n'importe où au Canada, peut-être pas n'importe où, mais il y a quelques provinces que c'est complètement un autre discours. C'est efficacité énergétique avant n'importe quoi, puis utilise des laines de mousse, tu t'en fous, va réduire ce carbone opérationnel-là parce que c'est ridicule comment leur grid est sale. Donc, c'est à travers le Canada, tu as plusieurs visions différentes. Ouais, c'est drôle parce que ça, ils chauffent au gaz dans les autres provinces, puis tu dis donc leur électricité est souvent fabriquée avec du charbon, par exemple. Exact. Donc, pour Ah, eux, là, vraiment, l'efficacité énergétique puis le carbone opérationnel, c'est super important. Puis c'est pour ça qu'un genre de step code, écoute, faut qu'il l'implémente tout de suite. Donc, c'est correct si à ce niveau-là, au Québec, on n'est pas rendu là. Oui, après ça, l'autre challenge, c'est Hydro-Québec. Mais, tu sais quoi, OK, ils ont besoin de trouver d'autres électricités. Ben, écoute, il est temps qu'ils commencent à augmenter les coûts de l'électricité. Là. Ça commence à être ridicule. ah, Faites payer le monde. Puis là, le monde va vouloir faire de l'efficacité énergétique pour cette raison-là. OK, ça, c'est quelque chose c'est un autre discours différent. Mais notre énergie est propre à la fin de la journée. Donc, il faut vraiment focuser sur le carbone intrinsèque au Québec. Donc, c'est correct si le step code s'en vient pas. Je crois que ce qui est important au Québec, c'est le carbone intrinsèque. ben, Philippe Fallu, merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec nous ce matin. Au plaisir. Merci à toi, André.